Le chômage en Martinique étant plus structurel que conjoncturel, quelles sont les formations professionnelles que vous mettez le plus l'accent? Ce qui est important, c'est de bien considérer d'abord que, et votre question m'induit dans cette réponse. La formation apparaît donc comme étant un des moyens, effectivement, de faciliter l'insertion professionnelle et de répondre à la question du non-emploi. Ce qui est fondamental, c'est d'abord de bien dissocier dans l'offre de formation tout ce qui relève de ce que les entreprises susceptibles d'accueillir les demandeurs d'emploi attendent. Alors, il y a tout d'abord une présomption de qualification et de compétences. Donc, les diplômes que nous priorisons sont ceux qui ont une vocation qualifiante ou diplômante. Parce qu'on se rend compte qu'en dehors de cela, il n'y a pas de référence qui soit prisée par les acteurs qui recrutent. Ensuite, c'est de bien évidemment mettre en adéquation les besoins du territoire avec la réalité de l'offre de formation. Et c'est toute la démarche dans laquelle nous sommes engagés avec des partenaires. Nous avons beaucoup travaillé avec les branches structurées comme l'agriculture, le BTP. Mais donc il y a aujourd'hui quelque chose qui s'impose de plus en plus. On est dans une tertiarisation de l'économie. Donc beaucoup de formations à vocation du secteur tertiaire, alors qu'il s'agisse de gestion, qu'il s'agisse d'accompagnement à la personne, qu'il s'agisse là encore de tout ce qui relève du développement personnel. Ce sont des formations qui fonctionnent beaucoup. Des formations articulées autour de métiers, alors qui vont de l'artisanat au BTP en passant par l'agriculture. Ça fait partie des secteurs sur lesquels il y a de gros efforts faits par la région. L'hôtellerie, tourisme et restauration est une filière sur laquelle nous appuyons beaucoup, avec là aussi des moyens qui sont très diversifiés, qui vont de l'accompagnement des lycées professionnels, comme celui de Bellefontaine, du François, ou également les CFA, avec le CFA de la Chambre des métiers à Rivière-Salée. Donc nous avons une offre sur le champ de la restauration et de l'hôtellerie qui est important. Et nous avons, chaque fois que cela est possible, la possibilité d'accompagner un besoin en faisant émerger, à travers des études prospectives, les besoins en compétences de branches considérées, et de dire, voilà, on inscrit l'action de la région pour, dans 2-3 ans, faire mûrir ces compétences et leur permettre d'être opérationnels dans les entreprises. Il y a une différence entre accompagner et impulser. Je vous ai expliqué qu'il y a 2 niveaux. D'abord, faire émerger le besoin, c'est-à-dire qu'il faut d'abord de quoi on parle. Quels seront les besoins des entreprises et des associations? Par exemple, le champ associatif est un recruteur important, aujourd'hui, mais surtout demain. Donc il faut être en capacité de faire émerger. Et ça, c'est l'impulsion que nous avons donnée sur les contrats d'études prospectives. Et ensuite, accompagner les acteurs pour faire en sorte qu'il s'agisse des entreprises, à travers des tuteurs, à travers les maîtres d'apprentissage, on puisse effectivement être en capacité d'inscrire la démarche pour faire en sorte que nous ayons la possibilité d'avoir des jeunes et d'autres qui ne sont pas seulement des jeunes, en capacité d'être mieux formés, plus qualifiés et en tout cas mieux employés. Nous avons un coût de la vie très élevé. Quelles mesures faudrait-il appliquer afin d'augmenter le pouvoir d'achat? Vous savez, c'est un sujet fondamental pour la Martinique parce que là, on touche au modèle de développement économique. Il y a une évidence. Les coûts sont structurellement élevés parce que d'abord nous sommes une île et que nous avons pour centre d'approvisionnement, pour l'essentiel, celui qui est dans le monde le plus cher. Nous commerçons essentiellement avec la France et avec l'Europe. Donc la première des démarches, la première mesure phare, c'est qu'il faudrait orienter différemment notre source d'approvisionnement. On a des tas d'îles autour de nous où les gens consomment. Et ils consomment des produits qui sont très proches de ceux que nous consommons, sauf qu'ils ne les achètent pas au même niveau que nous. Et le niveau de prix auquel nous y accédons est de 15 à 20% supérieur aujourd'hui à ceux que l'on pourrait avoir si on s'approvisionnait ailleurs. Mais cet ailleurs pose d'autres difficultés. Alors éventuellement les barrières réglementaires et douanières, mais je crois que pour l'essentiel, il y a un gros travail qui a été fait. Il y a des problèmes logistiques importants. C'est-à-dire que pour pouvoir acheminer des produits de l'Amérique du Sud, du Brésil à la Martinique, ou de l'Amérique centrale à la Martinique, il nous faut de la logistique. C'est de l'aérien, c'est du bateau. Donc ça veut dire qu'il nous faut travailler à densifier nos sources d'approvisionnement et surtout travailler sur mettre en œuvre de la logistique parce qu'on ne peut pas développer un pays si on ne commerce pas de façon beaucoup plus libre et aisée avec son environnement. Et ça, c'est une des vraies barrières. C'est pour ça qu'une des démarches fondamentales de la région, c'est d'intégrer les espaces décisionnaires de la Caraïbe.
C'est comme ça que nous serons à la fois plus reconnus et mieux en capacité de peser sur des décisions. Quelles réformes pourraient rendre nos entreprises plus compétitives à l'export? Vous savez, d'abord, il faut être très clair. La compétition à l'export, c'est pas une affaire de bodybuilding ou de gros muscles. C'est une affaire d'intelligence, c'est une affaire de compétence, c'est une affaire de savoir-faire. Il faut donc identifier les secteurs sur lesquels nous serions effectivement plus compétitifs à l'export. Alors compétitif, ça veut dire quoi? C'est pas seulement moins cher, ça veut dire différent, avant tout sur le marché. Donc avoir une capacité de différenciation de nos produits. Je prends l'exemple du rhum aujourd'hui, qui fonctionne relativement bien à l'export. Pourquoi? Parce que nous avons cet AOC, qui est un label et qui nous permet d'être reconnus et identifiés sur les marchés. Maintenant, quand je regarde la Martinique, je me dis aussi que nous n'allons pas exporter dans tous les secteurs et tous les azimuts. Par contre, il y a des domaines sur lesquels significativement nous pouvons être un apport intéressant pour l'extérieur, c'est notre apport justement sur tout ce qui relève de l'économie du tertiaire. Alors, sur la formation par exemple, il y a des échanges d'expériences qui peuvent être faits et qui seraient beaucoup plus modélisants. Donc la question de la compétitivité à l'export, qui est une question centrale, passe par effectivement d'abord une vraie maîtrise de son marché domestique. On ne peut pas être fort à l'extérieur si on n'est pas fort chez soi. Et ensuite, d'identifier des secteurs, des marchés sur lesquels nous pourrions être en capacité d'être concurrentiels. Il y a eu quelques expériences sur les métiers que nous savons faire chez nous, essentiellement de l'import-distribution, et bon, on s'est cassé les dents à l'export. Donc c'est préférable aujourd'hui de dire, travaillons... Exemple les meubles, par exemple, il y a eu des expériences d'implantation à Saint-Domingue ou dans l'hypermarché. Il y a eu des exemples qui n'ont pas été très simples, pour des causes diverses qui n'auraient pas en question, bien évidemment, la compétence de celles et ceux qui l'ont conduite, qui ont conduit ces expériences, mais surtout parce qu'on se fraye à des environnements, à des contextes douaniers, réglementaires, des pratiques locales qui sont extrêmement difficiles. Je crois qu'il y a une nécessité, c'est d'être mieux accompagné. Et je pense qu'il y a des veilles qui doivent être mises en œuvre pour que justement, c'est le rôle d'une chambre de commerce, c'est le rôle de la région à travers un certain nombre de dispositifs, on puisse éveiller, accompagner et surtout préparer cette démarche d'export qui passe, s'il faut donner une recette de cuisine très simple, je dirais donc il faut être fort chez soi. Deuxièmement, il faut savoir être en capacité de faire avec les autres chez eux. Arriver avec ses gros sabots et dire qu'on va révolutionner la terre entière, ça n'existe pas. Donc trouver des joint ventures, des partenariats locaux qui nous permettent d'inscrire la démarche d'implantation de façon beaucoup plus sécurisée. Il faut des financements adaptés. Parce qu'on se rend compte que le financement du développement de façon générale et significativement de celui à l'export relève de démarches très spécifiques. Et j'étais encore en réunion avec la Caisse des dépôts ou l'AFD. Il y a des produits, enfin des services disponibles pour pénétrer les marchés extérieurs qui doivent nous permettre d'être effectivement beaucoup plus sécurisés dans la démarche. Et ensuite, il faut des collaborateurs mobiles. Parce que là aussi, il faut pouvoir être très ouvert, maîtriser les langues et être en capacité effectivement de s'inscrire culturellement dans une dimension d'insertion et d'intégration réussie. Quel est votre modèle économique? Aujourd'hui, j'en ai pas. Vous savez, j'interviens professionnellement sur différents marchés et je me rends compte que les modèles économiques, finalement, ils sont tous plus ou moins porteurs à la fois de bienfaits et de méfaits. Ce qui est important dans un modèle économique, et aujourd'hui je crois que c'est le cœur de notre réflexion, c'est la création de la richesse et les modalités de sa redistribution. Et tout modèle qui ne privilégie pas la création de la richesse et qui ne se préoccupe que de la redistribution est voué à l'échec. Surtout dans un contexte où on sait qu'on est extrêmement contraint dans tout ce qui relève des finances publiques. Donc il nous faut pouvoir, on parlait de compétitivité, développer de la compétitivité locale d'abord, avoir des entreprises qui sont plus en capacité d'être en mesure de résister à toutes les formes de commerce. Il s'agit du commerce en dur, comme on dit, ou du commerce informel, ou alors du commerce électronique. Tout ça relève d'un modèle qui finalement mute. Donc il n'y a pas un modèle qui s'impose aujourd'hui, il y a une réalité. Ce sont aujourd'hui les entreprises qui sont les plus en capacité de créer de la valeur, qui sont en mesure aujourd'hui de générer de la croissance et d'accompagner le développement. En 2014, iriez-vous au municipal de Rivière-Salée? Écoutez, cette question se pose. Avec mon équipe, nous y réfléchissons, mais nous avons choisi de prendre la question par la racine. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas d'y aller, c'est de savoir pourquoi faire. Et donc l'important, c'est le projet.
qu'est-ce que je suis en capacité, avec mon équipe, de proposer à Rivière-Salée qui permettrait effectivement d'inscrire ma candidature dans une démarche totalement légitime et naturelle. Que vous a-t-il manqué pour mieux captiver cet électorat de Rivière-Salée? Je pense qu'à Rivière-Salée, traditionnellement, il y a une bipolarité entre le maire, qui est donc de droite et conservateur, et les indépendantistes, qui ont beaucoup travaillé le terrain. Et donc cette fameuse troisième voie, cette troisième offre que j'apporte, est effectivement un peu encaissée, enfermée entre ces deux blocs. Et compte tenu qu'il y a aujourd'hui une vraie échéance qui est importante pour la Martinique, j'ai choisi effectivement de faire une différence par le projet. Et ensuite, il y a, de façon très claire, besoin d'être très présent, d'être proche des gens. C'est pour ça que nous animons une permanence, nous rencontrons les Saléennes, les Saléens, nous les accompagnons dans leurs besoins, dans leurs projets. Et je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de sortir de cette politique où on a trop fait en donnant aux autres. Là, nous essayons de faire avec eux, de faire pour eux, mais avec eux. Et ça nécessite certainement des temps d'adaptation. Mais je suis très content parce que, vous savez, je suis libre, je suis totalement indépendant. Et de ce point de vue-là, je m'engage dans mes actions et dans mes réflexions en étant très conscient qu'il y a au bout du chemin la réussite ou l'échec. Mais chaque fois, je fais en sorte d'en sortir en étant moi-même. Quel est votre exemple d'homme politique? C'est très compliqué de parler d'exemple d'homme politique parce que finalement, on a dans la tête des modèles, des gens qu'on a rêvés, des gens qu'on a croisés. S'il y en est un pour lequel j'ai une vraie fascination, c'est Nelson Mandela. Parce que je me suis beaucoup intéressé à son parcours, à sa trajectoire. Et finalement, je crois qu'il y a un moment où un homme représente la quintessence de ce qu'un peuple peut attendre, espérer et incarner. Et je crois qu'il est en totale adéquation avec son peuple. Et je trouve qu'il a développé quelque chose qui est remarquable en politique. Ce n'est pas des stratégies politiciennes, c'est des stratégies d'émancipation. Des stratégies où l'homme est l'exemple, où l'homme est projet. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve qu'il a, au-delà de tout ce qu'on a pu lire, écrire, voir et entendre, une dimension différente. Et c'est pour ça que je trouve qu'il a sa place dans mon panthéon.